3, 2, 1. Here we go! Voilà, alors bonjour ou rebonjour et bienvenue à toutes et tous qui êtes présents parmi nous pour cette seconde conférence de la journée consacrée, comme vous le savez, aux eaux pluviales. Nous allons aborder la question des moyens autour de ces eaux pluviales avec nos invités que je vous présente sans plus attendre, deux invités présents parmi nous et un invité qui nous rejoindra en visioconférence dans un instant que vous découvrirez sur vos écrans. Mais je voudrais pour l'instant proposer à Madame Catherine Néel, qui est chargée de recherche au CEREMA à Clermont-Ferrand, et Monsieur Frédéric Méjassol, directeur de Rouennaise de l'eau, de bien vouloir rejoindre cette estrade. Voilà, merci de bien vouloir prendre place. Et nous sommes rejoints également par Monsieur Olivier Vignoul, qui est chef de service GEMAPI à la métropole de Aix-Marseille-Provence, qui est avec nous en visioconférence. Je ne sais pas si vous nous entendez, Monsieur Vignoul. En tout cas, nous vous voyons. Eh bien, bonjour à tous. On vous entend, Monsieur Vignoul, vous nous entendez ? Oui, impeccable. Parfaitement, parfait. Merci beaucoup également pour votre disponibilité. Nous vous entendrons dans quelques minutes après les intervenants précédents. Alors, nous parlons évidemment de gestion des eaux pluviales urbaines en particulier, à travers le ruissellement, la prévention des inondations, le lien avec l'assainissement, tout cela faisant appel à des compétences différentes, comme nous avons déjà commencé à l'aborder dans la première table ronde, dans la conférence qui a précédé, avec des contours plus ou moins définis, des compétences réparties entre différents acteurs et avec souvent des budgets distincts. Cette diversité peut parfois nuire en réalité aux actions de terrain ou au contraire constituer une force. Alors comment définir les limites d'intervention de ces différents services? Comment ne pas laisser une part du ruissellement totalement orphelin? Comment établir des règles financières et des accords budgétaires entre les collectivités, les compétences et les services pour garantir in fine une gestion intégrée de l'eau sur les territoires? Autant de questions auxquelles nos intervenants pourront répondre autour de cette table ronde ou à l'occasion de cette conférence en s'appuyant sur leur propre retour d'expérience, sur les doctrines locales, sur les questionnements, les tâtonnements au fil des remontées de compétences, afin que chacun d'entre nous puisse se nourrir et s'inspirer des expériences sur ces différents territoires. Alors nos échanges se poursuivront avec vous à l'issue de cette séquence de présentation qui pourraient participer à ce temps d'échange en posant des questions, en faisant part de vos propres réflexions, de vos propres retours d'expérience de terrain. Mais pour commencer, et sans plus tarder, je propose à Madame Catherine Néel, donc chargée de recherche au CEREMA à Clermont-Ferrand, de nous parler d'articulation des compétences du cycle de l'eau en regard des eaux pluviales. Bonjour à tous. Alors je ne sais pas comment ça se passe au niveau du diaporama, j'ai juste à appuyer ou j'attends. Le diaporama, vous pouvez y aller, je pense qu'il va suivre la diapo qui est présente à l'écran et vous allez retrouver le vôtre dans un instant. Alors bon, en fait, je suis plus chargée de recherche, mais c'est pas grave, c'est pareil. Je fais partie d'un groupe qui travaille sur l'eau et les risques et effectivement, on va parler des deux choses puisque là, il s'agit de vraiment mettre en évidence que les eaux pluviales et les inondations, c'est des moyens différents, divers moyens à mettre en œuvre, possible à mettre en œuvre et à articuler pour un seul cycle de l'eau. Et je vais appuyer ma présentation sur la présentation des enjeux, des niveaux d'action, des obligations et des leviers de financement. Et puis autour de quelques exemples, et notamment de quelques exemples de collectivités qui ont pris la compétence GEMAPI, et notamment grâce au recul qu'on a au CEREMA et avec INRAE à l'issue d'un premier appel à partenariat avec différentes collectivités, donc sur la GEMAPI. Et je vais aussi m'appuyer sur des références documentaires et des ressources que vous pourriez mobiliser. Donc, et notamment une première ressource, puisque là on va vraiment parler de gouvernance, d'articulation des services pour arriver à une même gestion de l'eau qui a un même cycle de l'eau. Je m'appuie sur notamment une fiche technique qui est nouvelle, qui a été publiée par le CEREMA, donc suite à cette API GEMAPI,
Donc, où on a eu la chance au CEREMA d'accompagner plusieurs collectivités, notamment 3 sur les aspects gouvernance. Et vous pouvez consulter cette fiche, la télécharger librement. Alors, vous ne laissez pas impressionner par le site CEREMA qui vous demande de mettre ça au panier, mais ça ne coûte rien, c'est gratuit, c'est juste pour faire du traçage. Donc, des personnes qui se connectent et qui demandent les documents. Et pour commencer, je voulais eau pluviale et inondation. J'aurais pu prendre l'exemple de Rouennaise de l'eau, qui finalement est l'initiative de cet atelier, mais j'ai décidé quand même de faire honneur à notre ville hôte, qui est aussi exemplaire en matière d'intégration finalement, de gestion intégrée des eaux pluviales. Et pour vous présenter à quel niveau ça se joue, puis aussi pour faire un peu de teasing, pour vous rappeler qu'il y a une visite de terrain en vélo électrique à 14h, là, si vous voulez voir les ouvrages dont il est question, les ouvrages exemplaires. Donc à quel niveau ça se joue? Là, j'ai emprunté mes diapositives justement d'une présentation il y a 2 ans au Cyclo Vichy de Christine Morin, qui vous présentera justement sur le terrain les ouvrages. Alors ça se joue déjà à l'échelle du bassin versant, à l'échelle de la collectivité, et notamment pour éviter des dégâts sur les biens et en particulier sur les personnes en période d'inondation, de grosses crues. Mais pas seulement, ça se joue aussi au niveau du particulier. On peut faire des actions, et notamment pour gérer les pluies courantes. Ça se joue aussi au niveau de la collectivité ou même d'acteurs privés. Ça peut être au niveau de zones d'activité, de zones commerciales. Donc pour faire en sorte de retenir au maximum ces eaux pluviales et d'éviter de les remettre dans les tuyaux, surtout s'ils ne sont pas dimensionnés pour ça. Ça se joue aussi au niveau des voiries. Et là, en fait, on s'aperçoit qu'on peut avoir un effet aussi sur le paysage. Ça se joue aussi au niveau des cours d'eau, donc sur l'aménagement des berges, des cours d'eau, l'entretien, éviter les embâcles, éviter l'érosion. Ça se joue bien sûr sur les versants. Ça se joue aussi au niveau des ouvrages particulièrement. Là, en l'occurrence, un ouvrage qu'il y a au niveau de la berge du cours d'eau. Et puis, ça se joue aussi au niveau des milieux naturels, qu'on peut, notamment les milieux humides, qu'on peut mobiliser pour essayer de retenir au maximum l'eau, permettre l'infiltration, que ça recharge les nappes plutôt que ça aille engendrer un aléa inondation. Donc, en fait, ça se joue à tous les niveaux. Et l'objectif de la gestion intégrée, alors je ne reprends pas la métaphore culinaire qui est chère aux Grecs, que vous avez peut-être pu voir dans la première conférence, mais en gros, ça permet quand même de limiter les ruissellements, de préserver les milieux et d'améliorer le cadre de vie. C'est-à-dire que c'est des objectifs qui vont bien au-delà de la gestion de l'eau. Et pour les niveaux d'action, en fait, déjà, on a plusieurs niveaux d'action possibles. Je vous ai parlé des niveaux d'action au niveau des zones humides. Je vous présente les ressources qui sont téléchargeables gratuitement à chaque fois. On a bien sûr le zonage pluvial, qui est un levier d'action important puisqu'il permet de bien identifier. Donc là, c'est un nouveau guide qui vient de sortir aussi, qui permet de bien montrer comment, justement, décliner, construire son zonage pluvial et surtout l'articuler avec les différents objectifs. Mais on s'aperçoit que en fait, quand on parle des niveaux d'action, on va très vite parler de niveau de service aussi sur un aménagement. Donc là, j'ai emprunté mon illustration aussi d'un autre guide de Apur, donc plus en région parisienne. Mais on s'aperçoit qu'on peut faire des ouvrages qui sont très hydrauliques au départ et qui vont avoir des fonctions de rétention des pluies courantes et qui vont du coup offrir différents paysages en fonction du niveau de service. Alors l'idée, c'est d'intégrer des ouvrages qui permettent de réguler les pluies courantes, et si possible de la manière la plus intégrée possible avec le paysage, et en même temps de permettre finalement la prévention des aléas les plus forts, c'est-à-dire des inondations. Et tout ça, finalement, ça doit se coordonner, ça peut se faire ensemble. Et quand on regarde en termes de compétences, on a parlé d'obligations dans la première conférence, effectivement, il y a des compétences obligatoires. Alors, je suis désolée pour la mise en forme, j'avais pas fait attention que dans le transfert du fichier, ça allait faire ça. Mais en fait, il y a des compétences obligatoires au niveau des collectivités, déjà d'adduction d'eau potable, d'assainissement des eaux usées, et aussi dans l'assainissement, dans la compétence obligatoire assainissement, l'eau pluviale est intégrée explicitement. Donc l'eau pluviale, c'est une fraction de l'assainissement. Ensuite, il y a eu un calendrier de transfert des compétences, bon ça je ne détaille pas, qui fait que les plus grosses collectivités doivent avoir toutes ces compétences. Voilà. En plus de ça, on a la GEMAPI, donc, qui a été introduite avec différents outils, avec différentes modalités d'action. Donc la GEMAPI qui oblige finalement à prendre les compétences
au niveau du Code de l'environnement sur les 4 items qui sont en bleu, c'est-à-dire l'aménagement du bassin versant, donc on peut mobiliser des milieux humides, mobiliser différentes parcelles, l'entretien des cours d'eau et des plans d'eau, la défense contre les inondations et la protection des écosystèmes, notamment des milieux aquatiques et des milieux humides. Ça, ce sont les compétences obligatoires. Après, des compétences connexes qui forcément sont en lien avec ces enjeux-là, eh ben, ça peut être justement la maîtrise des eaux pluviales. Dans la GEMAPI, alors du coup, il est explicitement mentionné que l'exercice de la compétence, la prise de compétence, peut intégrer une des compétences non obligatoires, et notamment si on s'aperçoit que c'est un enjeu particulier pour le territoire. Par exemple, la maîtrise des eaux pluviales, ça peut être intégré au moment de la prise de compétence GEMAPI. Si ça n'a pas été fait au moment de la prise de compétence, on peut toujours le faire après la prise de compétence dans l'exercice de la compétence GEMAPI. Et justement, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment on peut l'intégrer. Et il y a une autre compétence obligatoire pour les zones urbaines, les plus urbanisées, c'est la gestion des eaux pluviales urbaines, donc qui là est aussi clairement explicitée, avec justement cette mention sur le fait d'élaborer un zonage pluvial qui permet d'identifier les zones sur lesquelles on a le plus de risque de ruissellement, le plus de risque de concentration des eaux pour justement éviter l'aléa inondation. Donc en fait, dans la réglementation, il y a des obligations et tout est bien explicité, et notamment ce qui est écrit clairement, c'est les interconnexions entre les différents textes réglementaires et la nécessité finalement de les coordonner. Alors après, ça, voilà, c'est clairement dit dans l'objectif, mais il faut pouvoir s'en donner les moyens, et c'est là qu'on voit que dans les moyens, c'est pas forcément toujours facile à mettre en œuvre et à garder en tête. Alors moi, je voulais juste vous faire part du fait que sur les moyens d'action, il y a un guide qui a été édité par le GREI, c'est un peu notre bonne fée, Elodie, qui nous a réunis. Alors, je vais à tout prix faire de la pub pour ce guide, parce que même s'il paraît ancien, en 2014, on va se dire c'est ancien, non, en fait, les recettes sont toujours les mêmes, et les leviers d'action, ils présentent clairement tous les leviers d'action possibles. Ça va de la concertation à l'aménagement, et aussi à la planification. Donc tous ces leviers d'action sont toujours les mêmes. Je voulais aussi faire un zoom sur la métropole de Valenciennes, qui est une des collectivités qui a pu être suivie par mon collègue Bruno Kerlog, donc en Hauts-de-France, lors de la première API GEMAPI du CEREMA et de INRAE. Parce qu'eux, ils ont choisi dès le début de la prise de compétences, mais après une étape de concertation sur la gouvernance, d'intégrer la partie maîtrise du ruissellement dans leurs compétences GEMAPI. Et notamment, c'était lié au fait qu'ils ont déjà des enjeux, ils ont des crues importantes par ruissellement. Et du coup, ça leur permet d'intégrer dans leur plan d'action GEMAPI des choses qui vont se faire contre le ruissellement. Je voulais aussi souligner, alors là, c'est vraiment l'objectif de la directive inondation, de réduire l'aléa, de prévenir le risque inondation. Au Puy-en-Velay, on a pu accompagner le Puy-en-Velay, donc eux, ils avaient plus l'intention d'articuler la compétence eau et assainissement avec la compétence GEMAPI, là, dans le but de maintenir le bon état des masses d'eau et d'éviter des rejets, notamment par temps de pluie, au niveau des déversoirs d'orage. Donc tout ça pour dire que l'enjeu, c'est finalement de trouver les convergences d'intérêts des différentes actions qu'on va avoir par rapport au seul et unique cycle de l'eau, finalement. Et les leviers d'action, je ne vais pas en souligner beaucoup, mais je vais en souligner que 2 qui me semblent importants. J'en ai déjà parlé, c'est le schéma directeur de gestion des eaux pluviales avec son bras armé finalement opérationnel qui est le zonage pluvial, qui va pouvoir prendre un caractère contraignant si on l'intègre au PLU. C'est pareil pour le SDAGE, le SDAGE qu'on a évoqué dans la première conférence. Ça devient contraignant à partir du moment où on l'intègre dans les documents de planification. Il y a aussi la SOC, la stratégie d'organisation des compétences locales sur l'eau, qui permet de bien articuler ce qui peut se faire au niveau du bassin versant et avec la politique de l'eau en général, et qui du coup peut aussi prendre un caractère contraignant si on l'intègre au document de planification. Et comme levier de financement, du coup, on va voir que si on intègre bien la gestion des ruissellements, on peut l'intégrer aussi au levier de financement qui est à la GEMAPI, du coup, au levier de financement offert par la GEMAPI qui est la taxe GEMAPI. On peut faire ce choix-là, c'est le choix qui a été fait par Valenciennes par exemple. On peut lever des financements aussi, demander des subventions auprès des agences de l'eau, mais dans la mesure où l'aménagement permet aussi de répondre aux objectifs du SDAGE. Mais on peut aussi utiliser d'autres leviers,
là en l'occurrence en prévention des inondations, comme le levier du financement par le fonds Barnier, au travers des PAPI, des programmes d'action de prévention, enfin pour la prévention des inondations. Et je voulais faire le zoom là-dessus parce que très souvent, les collectivités pensent que voilà, les PAPI, c'est que pour les territoires à très fort risque d'inondation, donc les TRI, voilà. Moi, je ne suis pas dans ce cas-là, moi, je suis en zone amont, moi, ça ne me concerne pas, etc. Et puis bon, la gestion à la source des eaux pluviales, ce n'est pas l'inondation, on est dans la gestion des pluies courantes, etc. Oui, bon. Sauf que dans le dernier cahier des charges PAPI, il est clairement dit que justement, on peut faire financer des ouvrages de gestion à la source des eaux pluviales, donc des ouvrages qui sont plus pour les pluies courantes. Et en particulier, si on n'est pas forcément dans un TRI, mais si on est en zone amont, puisque l'idée, c'est aussi de retenir l'eau le plus en amont possible, et de favoriser aussi la recharge des nappes. Et par contre, il y a des conditions. C'est-à-dire qu'à condition que justement, on n'aille pas dans du tout tuyau, c'est la première condition. Et la deuxième condition, c'est qu'on ait bien démontré dans les analyses coûts-bénéfices que d'abord, ça participait bien à la prévention des inondations, pas forcément sur son territoire, mais ça peut être en aval, justement au niveau d'un TRI qui est plus en aval, et que aussi c'était économiquement intéressant, viable. Et en général, les solutions fondées sur la nature, alors là on a plein de références avec Adopta et le GREE, avec tout le recul d'expertise, on sait qu'en général ces solutions fondées sur la nature sont moins coûteuses que d'autres solutions techniques très hydrauliques. Et juste pour vous faire un recul des paroles de Gemapien qu'on a pu recueillir à l'issue de notre premier appel à projet, sachant qu'il y a un deuxième appel à projet qui a été lancé, mais là je ne fais pas trop de pub parce qu'en gros c'est déjà tout bouclé, fallait répondre avant juin, donc voilà, c'est trop tard là pour vous, mais bon, on aura d'autres reculs. Mais en gros, le recul des collectivités qui ont été partenaires avec nous finalement pour avancer sur cette prise de compétence Gemapi, eh bien voilà, en quelques paroles de Gemapien, d'abord il est important de mobiliser les élus. C'est-à-dire que souvent on parle de technique, on va à fond dans la technique, mais en fait on s'aperçoit qu'il y a des décisions à prendre et très rapidement, le plus en amont possible, même il faut mobiliser les élus, être capable de faire de la pédagogie, expliquer les objectifs et puis se concerter sur les objectifs. Ensuite, il ne faut pas se limiter aux frontières de son territoire en termes administratifs. Parce que d'abord, c'est le cycle de l'eau, ça se joue à l'échelle d'un bassin, puis il y a vraiment un enjeu à finalement éviter que les choses se propagent vers l'aval. Ensuite, il importe de bien favoriser les échanges. Alors là, du coup, vous ne voyez pas trop, mais de se doter de moyens d'échange. Oui, c'était moi qui ne vois pas trop, en fait. Des moyens d'échange en interne comme en externe. C'est-à-dire, très souvent, on pense aux échanges en externe, parce que justement, il faut mobiliser des acteurs, etc. Puis ça se joue à l'échelle du bassin et pas seulement à l'échelle de sa collectivité. Et on oublie qu'il faut organiser les services en interne et coordonner les services, parce que très souvent, des solutions fondées sur la nature, la gestion intégrée des eaux pluviales, et ça se traduit par le fait que finalement, on met l'eau au service de la prévention des inondations, mais gérée par un service espace vert, par exemple. Donc, du coup, ça s'organise. Il y a aussi une nécessité qu'il y ait un chef d'orchestre. Et ça, c'est très important parce que comme on coordonne différents services et qu'en général, c'est des ouvrages en plus fondés sur la nature qui ont de multiples bénéfices, il y a un moment où il faut qu'il y ait quelqu'un quand même qui coordonne tout ça, mais qui soit clairement désigné. Et aussi, et c'est là-dessus que les présentations qui vont suivre vont mettre l'accent, c'est qu'il n'y a pas de modèle unique en fait. En fait, il y a plein de solutions possibles à mettre en œuvre. Il n'y a pas une solution miracle. Puis tant mieux, je dirais, parce que comme ça favorise la diversité. Et de toute façon, il n'y a pas de modèle unique. Ça dépend justement de l'historique de votre territoire, des enjeux du réseau d'acteurs déjà présents, mobilisables. Voilà. Donc en fait, il n'y a pas de modèle unique. Il ne faut pas chercher le modèle. Alors on peut vous présenter des collectivités exemplaires d'un certain point de vue ou d'un autre point de vue, mais votre collectivité, ce ne sera jamais la même chose. Et du coup, il y a une nécessité aussi de mettre les choses en réseau. Et justement, je remets l'accent sur le fait que dans la plateforme expertise territoire qui a été mise en œuvre cette année par le CEREMA, on porte finalement le réseau qui était déjà préexistant, des animateurs d'eau pluviale, donc le réseau francophone, qui est porté par Adopta et par le GREE, et qui est une plateforme d'échange. Mais il y a nécessité de se parler, nécessité de mettre en réseau finalement les bonnes idées, comment on a dépassé certains freins. Et là, dans les deux exemples de stratégies qui vont suivre, que vous allez voir, vous allez voir finalement un exemple de
mise en action finalement de l'intégration, mais au fil de l'eau, c'est-à-dire au fur et à mesure, la collectivité avait déjà des compétences, mais comment ils sont passés à l'action en fait en intégrant au fur et à mesure les différents enjeux, les différentes compétences jusqu'à la GEMAPI. Et un autre exemple où au contraire là, ils se sont interrogés en commençant par les moyens. Finalement, on a des enjeux, ils sont d'abord concertés sur les enjeux, les objectifs, mais après, quels moyens on va se donner et du coup, comment on va se donner les moyens pour remplir nos objectifs. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci à vous, Madame Néel, que je vous propose d'applaudir pour avoir préparé cette présentation introductive. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Méjassol, pour continuer avec une première illustration, je vous laisse prendre la télécommande, tout à fait. Vous allez nous parler donc d'engagement de votre collectivité, et des collectivités en général, mais de la vôtre en particulier, la Rouennaise de l'eau. Alors, vous me préciserez si on dit la Rouennaise ou Rouennaise de l'eau. Est-ce qu'on... Alors c'est Rouennaise de l'eau, c'est on un dit syndicat, c'est masculin. Voilà, c'est ça. Très bien. Donc voilà pour ma gouverne, collectivité qui a institution qui s'est considérablement développée récemment sur le plan des compétences territoriales. Hein. D'ailleurs, vous nous en direz peut-être un mot à l'occasion. Vous allez nous parler de négociations financières à l'occasion des transferts de compétences assainissement. Vous nous reviendrez aussi peut-être sur cette frontière entre eau pluviale urbaine et eau de ruissellement. Je vous laisse nous dire quelques mots sur tout ça pour illustrer, avant d'entendre sur le même registre le témoignage de Monsieur Vignoul qui nous suit à distance, comme vous le savez, et qui nous parlera également de la vision de la métropole Aix-Marseille-Provence sur ce même sujet. Alors dans la présentation, je vais revenir sur plusieurs sujets que Madame Néel a évoqués, notamment l'intégration des compétences. Alors déjà, l'intégration, l'histoire, etc. Effectivement, ce que je vous présente sur Rouennaise de l'eau, c'est lié à notre territoire, lié à notre contexte, lié au processus qu'on a vécu, et c'est sans doute pas reproductible sur un autre territoire. À la date d'aujourd'hui, donc, on est un syndicat. On est sur un territoire de 80 communes et on a l'ensemble des compétences du cycle de l'eau. Et pour illustrer les propos, nous, on s'est basé à la fois sur le CGCT et sur le Code de l'environnement pour définir nos compétences. Et du coup, les 12 items du Code de l'environnement, quelque part, sont couverts par nos statuts. Comme on a un syndicat mixte à la carte, on a sur certaines compétences aucun adhérent. Pour autant, elles existent. Et nous, dans notre réflexion, même si on n'a pas d'adhérent, on porte une réflexion globale sur l'ensemble des compétences du Code de l'environnement. C'est pour ça que vous voyez que notamment derrière eau pluviale, nous on a bien une compétence qui est l'eau pluviale urbaine, la GEPU, et une compétence eau de ruissellement. Et en fait, quand on aborde les problématiques d'eau pluviale, on met bien les deux nous derrière. Une qui est financée, une autre qui est parent pauvre, et on le verra tout à l'heure dans ma présentation. Derrière nous, il y a l'accompagnement qu'on fait des territoires, la discussion qu'on a en interne, du moins les disputes qu'on a régulièrement en interne. Et puis derrière, toute la problématique de financement. La technique, au final, on a des techniciens à Rouennaise de l'eau qui savent faire, qui savent accompagner, qui savent trouver la solution technique qui va bien. Donc ce n'est pas l'enjeu, pour nous en tout cas. L'enjeu, il est vraiment d'attirer un territoire, d'attirer des services dans notre dynamique. Une dernière chose sur cette diapo, c'est de montrer les intérêts complètement divergents qu'il y a dans nos compétences de l'eau. L'assainissement, ça ne va pas du tout entre guillemets avec le milieu, ça ne va pas avec les eaux pluviales, avec la protection inondation non plus. Donc à un moment donné, chez nous, en interne, je ne vous cache pas que ça a été des discussions très difficiles entre les différents porteurs de compétences pour pouvoir arriver à trouver des terrains d'entente et à se mettre d'accord. Tout l'intérêt, par contre, in fine, c'est de trouver justement un chemin qui soit on va dire un consensus entre les différents aspects de ces compétences-là. Comment on protège le milieu alors que derrière on rejette de l'eau usée? Comment à un moment donné on prend au milieu pour pouvoir produire de l'eau potable en fonction des inondations, du moins des pluies qui ont lieu sur un territoire? Donc toute cette interface entre les différentes compétences, le fait d'avoir tout ça dans une seule structure unique, qu'elle soit syndicale ou que ça soit un EPCI qui l'apporte, il faut à un moment donné avoir cette cohérence et ce lieu d'échange. Et chez nous, on a un directeur technique qui est porteur de cette stratégie de la gestion des eaux pluviales intégrée qui l'a portée depuis plus de 10 ans. C'est Pascal Petit. Donc il l'a porté. On a eu une animatrice, Céline Larreur, qui a dû intervenir hier, qui était animatrice eau pluviale au sein de Rouennaise de l'eau. Et maintenant, on en est à un niveau, c'est qu'on s'est dit que c'était porté par tous les services et que la fonction d'animateur, elle n'avait plus lieu d'exister chez nous. Et en fait, maintenant, c'est chacun des services qui porte la fonction eau pluviale, puisque c'est bien vraiment une compétence intégrée à toutes les autres. Donc en termes d'organisation, on a évolué. En termes de discours, on a évolué en interne. Je passe la diapo très rapide, c'est pour vous montrer aussi notre chemin.
on est parti d'un syndicat d'eau et d'assainissement. On a monté des marches en 15 ans. On a récupéré l'eau pluviale en 2014 sur un territoire de 40 communes, après GEMA. Et maintenant, on est sur un territoire de 80 communes. En eau, en assainissement, en GEMA, en PI, en eau pluviale. Alors, on n'a pas forcément les mêmes territoires sur chacune des compétences. On tend encore à évoluer pour essayer d'avoir un territoire homogène sur l'ensemble des compétences. Parce qu'on le voit, tout est lié. Et vous verrez dans la présentation tout à l'heure. Alors, j'ai prévu, moi, quatre démarches qu'on a menées à Rouennaise de l'eau et qui nous ont emmenés à créer des interfaces eau pluviale et autres compétences. Et ça suit notre histoire. Ni plus ni moins. Donc, la première, c'était 2015, c'est quand on a récupéré la compétence eau pluviale. On a eu une commande très claire de nos élus, c'est il ne faut pas que ça nous coûte. Il ne faut pas que ça nous coûte en tant que PCI, puisque c'est eux qui vont financer. Et il ne faut pas que ça impacte trop lourdement les communes sur leur dotation de compensation. Donc à un moment donné, c'est comment on peut définir une compétence eau pluviale dans ce contexte-là. Et voilà, tout le travail a été. Alors il est propre à notre territoire. Derrière, on a fixé des règles. Et une des règles qui a été un peu brutale, c'est on prend ce qui existe, mais on ne veut plus rien. Donc on ne fait plus de tuyaux, on ne fait plus de bassins. Et comment on fait maintenant pour mettre en œuvre cette stratégie ? C'est-à-dire qu'il y a une dotation qu'on a reçue. Celle qu'on a reçue en 2015, on l'a toujours en 2022. Elle n'a pas évolué d'un centime. Alors elle pose des problèmes, hein. On le verra plus tard. Mais en tout cas, c'est une vraie discussion qu'on a engagée. C'est comment à un moment donné on peut récupérer vos ouvrages, certains, pas tous, et comment on arrive à les entretenir, à les gérer, et comment tout ce que vous allez faire par la suite ne doit pas rentrer dans cette compétence-là. Donc du coup, comme vous l'avez dit tout à l'heure, définition d'un zonage eau pluviale dans lequel on a identifié ce qui existait, les zones humides, les couloirs d'écoulement. On a défini aussi derrière comment allaient se passer les constructions neuves, du coup impact dans les PLU. Et on a instruit, alors on a quasiment couvert 40 communes en révision de PLUI. Certains, on a porté les enquêtes publiques, pour d'autres, on s'est inséré au bon moment dans les enquêtes publiques des PLU. Et du coup, il n'y a plus un aménagement sur le territoire, en tout cas d'un EPCI sur lequel on porte la compétence, sur lequel maintenant il y a du tuyau pour les nouveaux aménagements. Donc il y a toujours des techniques alternatives qui sont trouvées, insertion à la parcelle, à l'échelle du lotissement, etc. Donc tout ça c'est acté, donc on a géré l'existant 2015-2016. Et par contre en ayant une posture assez dure, hein, puisque les communes elles ont dit mais qu'est-ce qu'on va faire de nos coûts partis, entre guillemets, les lotissements, sur lesquels les aménageurs avaient prévu du tuyau. Donc là, c'est toute une discussion, c'est comment ils gardent, comment l'association garde, discussion beaucoup avec les gestionnaires d'ouvrages. Des formations, des conférences, on a fait jusqu'à 2 conférences par an sur le sujet avec des populations à convaincre, les techniciens des bureaux d'études, il y en a dans la salle, je vais peut-être pas me faire des amis, et aussi les responsables des collectivités, les responsables des services techniques. Alors je peux en parler parce que j'en ai été un. Et quand on fait des routes, l'eau c'est un ennemi, donc du coup on a tendance à vouloir la mettre dans un tuyau. Non, en fait, je suis passé de l'autre côté et je me rends compte que c'est possible. Donc là, c'est tout l'enjeu de discuter avec nos services pour pouvoir trouver des bonnes solutions. Donc un vrai travail de négociation, d'accompagnement, de convaincre, de montrer que ça existe, d'emmener les gens sur des sites. C'est ce que vous allez faire cet après-midi. Ça va vous montrer que c'est possible. Et que c'est possible sans surcoût, c'est juste en se parlant. Un autre volet. On était non conforme au regard du décret du 21 juillet 2015 pour la conformité par temps de pluie sur notre assainissement. On déversait de l'ordre de 20% par an. La réglementation, c'est 5 maxi. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a fait ? On a, bien sûr, dans un volet technique, imaginé tous les travaux qu'on pouvait faire. Forcément, il y a eu des bassins. Et il y a eu toute une discussion à la fois avec les services de l'État et avec l'agence de l'eau, avec les communes. C'est comment on peut organiser ce plan d'action pour démontrer que notre stratégie de pas de tuyaux, pas d'ouvrage, elle est valide. Et donc, du coup, on a voulu démontrer qu'on était capable d'entraîner tout un territoire qui était beaucoup plus large que le seul territoire qui était non conforme, qui est Roanne, hein. Vous le voyez au centre. C'est le territoire qui est non conforme. Tout le reste, c'est des stations qui, quelque part, ne sont pas soumises à cette réglementation. Et du coup, on a voulu être exemplaire et montrer qu'on pouvait protéger le milieu partout. Et on a entraîné, sur ce territoire-là, qui est Rouennais Agglomération, on a entraîné 37 communes où ils ont pris des délibérations, où ils se sont engagés sur leurs propres actions communales à désimperméabiliser, à déconnecter de l'eau pluviale. On s'est fixé à un enjeu de 32 hectares en 10 ans, et tout ça est réparti par commune, avec chacun sa part.
On a produit des dossiers pour montrer quels étaient les aménagements qu'ils pouvaient faire sur une école, sur une place de parking, sur des places de parking, sur une place de l'hôtel de ville, etc. Comment, à un moment donné, quelles étaient les actions qu'ils pouvaient faire prioritaires. Et à chaque fois qu'ils ont une opération, on vient refrapper à leur porte en leur disant « N'oubliez pas, on vous accompagne, on vous trouve des solutions ». Donc là, c'est pareil, c'est tout le relationnel qu'on a avec ces communes pour pouvoir les faire partir dans cette opération de déconnexion. À la date d'aujourd'hui, on respecte notre engagement. Alors pas toutes les communes, mais globalement, à l'échelle de notre territoire, on est sur le bon calendrier. Tous les ans, on leur rend compte, et tous les ans, on rend compte à l'Agence de l'eau et à l'État, parce que derrière, on a joué un pari assez gros. C'est comme on est non conforme, on reste en cours de non-conformité sans doute pendant 10 ans, mais on doit s'astreindre à respecter tous les engagements qu'on avait pris, à la fois en travaux sur nos réseaux, mais à la fois en déconnexion. Donc il faut vraiment qu'on soit dans un calendrier millimétré. Et là, ça fait 4 ans, on respecte le calendrier. L'objectif de l'année prochaine, c'est d'être à 65%. Cette année, c'était 50%, on est dedans. Donc on respecte, on va rendre compte sans doute en début d'année à l'Agence de l'eau et au service de l'État de notre avancement sur le sujet. Mais le volet eau pluviale, en lien avec l'assainissement, est une part non négligeable. Donc ça, c'était le deuxième exemple. Le troisième, c'est l'avenir. On commence à travailler à l'avenir. Donc là, on a 2 collectivités qui viennent de frapper à notre porte pour pouvoir nous transférer l'assainissement, pour des questions d'exploitation, faut être très clair, ou des questions d'endettement. Derrière, du budget, assainissement en l'occurrence. Et comment nous, à notre échelle, on peut être capable de faire des investissements, donc de les remettre en conformité, et comment on peut absorber leur endettement, et donc du coup soulager le PCI central. On a fait un diagnostic très détaillé, mais on s'est rendu compte que sur l'eau pluviale, c'était une gestion très obscure. En termes financiers, en termes techniques, qui faisait quoi. Parfois c'est l'élu communal, parfois il n'y a rien de fait. En tout cas, traçabilité, zéro. Et la seule posture que nos élus, et là on voit toute la dimension que les élus peuvent avoir, et là c'est pas les techniciens qui jouent, c'est vraiment d'appuyer, et nos élus sont convaincus que c'est indissociable. On ne peut pas transférer la compétence assainissement s'il n'y a pas l'eau pluviale avec, parce qu'il y a des interactions nécessaires entre les deux. Donc là pour l'instant, il y a un vrai bras de fer qui est en train de s'opérer entre nos élus et les élus de cette EPCI en disant « Vous voulez nous transférer l'assainissement ? Ok, on pourra prendre sous certaines conditions, mais ça ne va pas sans l'eau pluviale et sans son financement. » Parce que le financement, on l'a épuisé tout à l'heure, on a vu qu'on est parti avec une ligne, c'est 0, ou pas grand-chose, pardon. C'est pas 0, mais pas grand-chose. Et comment, à un moment donné, on peut éviter de reproduire ce scénario avec les futurs transferts. Donc on apprend en marchant dans notre cheminement. Et là, maintenant, on est arrivé à une situation, c'est que ça fait 10 ans qu'on œuvre sur le sujet de l'eau pluviale. Alors effectivement, on est membre de l'ADOPTA, on est membre du GRE, on s'alimente, entre guillemets, de tout ce qui se fait en la matière sur tous les territoires. On est allé chercher à Valenciennes, etc. Donc on se nourrit, on prend ce qui nous intéresse, on l'adopte, mais on se rend compte qu'à un moment donné, on est bloqué. On est bloqué par l'argent, le financier. On n'a plus de financement possible par les EPCI, tout le monde est en tension. Donc forcément, c'est difficile d'obtenir. Et le traitement des eaux pluviales, pour nous, au travers de l'assainissement, ça ne couvre pas toutes les actions qu'on pourrait faire. On a récupéré la compétence PI sur un territoire maintenant de 80 communes. On l'avait avant que sur 3 communes. Le premier transfert, c'était 3 communes. Là maintenant, on est vraiment sur un territoire de 80 communes. C'est comment on peut arriver à financer maintenant des actions en matière d'eau pluviale sur d'autres territoires. Et là, du coup, on se pose des questions au travers de GEMA, de PI, voire faire passer des contrats avec d'autres exploitants. Parce que notre particularité, c'est qu'on n'est pas un EPCI intercommunal de type communauté de communes ou communauté d'agglo. On est dépendant des financements de ces communautés-là. Et donc, c'est comment on peut trouver des partenaires, que ce soit communal ou EPCI, pour porter des financements sur l'entretien des avaloirs, sur des actions de renforcement de zones d'écoulement d'eau, sur l'entretien des voiries, etc. Et là, identifier clairement les différents points de financement et qui les porte et comment on les porte demain. Donc là, ça fera la transition, je pense, avec M. Vignoul, qui lui, justement, a travaillé dans l'autre sens, c'est-à-dire par là. Merci beaucoup, M. Méjastol, que l'on applaudit également. Qu'on remercie de sa présence et d'avoir bien voulu préparer spécialement pour vous cette présentation, de cette synthèse parfaitement résumée de la problématique. Alors, votre intervention aura peut-être déjà suscité quelques questions de la salle, mais comme convenu, je vous invite à assister pour terminer ce tour de table à la présentation qui nous est proposée par M. Vignoul, donc chef de service GEMAPI à Métropole Aix-Marseille-Provence.
et qui va nous parler lui aussi, bien sûr, d'eau pluviale, d'eau du ruissellement et de GEMAPI, à travers une doctrine qui a pour but d'établir les limites d'intervention des différents services sur les ouvrages. Vous nous illustrerez peut-être ça à travers justement tel ou tel ouvrage qui soit dans votre domaine de compétences. Monsieur Vignoul, je vous laisse nous faire cette présentation pour laquelle nous verrons défiler vos diapositives sur les écrans dans la salle. Bonjour à tous, merci pour me donner la parole. Merci aux deux précédents intervenants. Et c'est vrai qu'on va être tout à fait dans la même logique. Donc pour ma part, je vais vous faire écho du travail qui a été réalisé, notamment entre les services en charge de la GEMAPI et de la GEPU, qui a permis d'envisager un développement d'une conscience commune de l'eau et des risques associés au sein de la métropole Aix-Marseille-Provence. À cette réflexion ont été associés d'autres services, notamment la direction de l'aménagement durable, qui a permis notamment à l'avenir de tenir compte dans les projets de développement des enjeux environnementaux portés désormais par les différents services. Alors, juste avant de commencer la présentation, malgré les multiples réflexions qui sont engagées, et comme l'a confirmé Madame Nil ou Monsieur Méjassol, aujourd'hui, c'est un peu à la carte, il n'y a pas de doctrine élaborée. Et donc, il faut définir au cas par cas, territoire par territoire, les limites d'intervention et aussi complémentarité des services GEPU et GEMAPI. Mon intervention va être donc orientée pour vous présenter les principales étapes d'élaboration de cette doctrine métropolitaine, réalisée donc sur le territoire Aix-Marseille-Provence, et notamment à titre illustratif, le logigramme qui a été élaboré pour permettre de contribuer à définir une limite entre ce qui peut relever de la GEMAPI et ce qui est du pluvial strict. Donc, juste dans un premier temps, je vais vous rappeler un peu le contexte local. Rappelez que la métropole Aix-Marseille-Provence est la plus étendue de France. Elle compte 92 communes aujourd'hui, c'est 1,8 million d'habitants. Ça représente 93% du département des Bouches-du-Rhône, c'est 37% de la population de l'ensemble de la région sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et si on s'en tient au territoire national, c'est 3% de la population nationale, donc c'est un bassin de vie, d'emploi, avec une forte activité touristique très importante. Slide suivante. Pour intégrer le volet eau des lois MAPTAM et nôtres, la métropole elle a mené une réflexion pour mettre en place un schéma d'organisation des compétences locales de l'eau. C'est la socle dont parlait Madame Nil, qui a été établie à l'échelle des différents bassins concernés. Et par rapport à ça, donc, slide suivante, il y a deux épages qui ont été créés du fait des conclusions des enseignements de la socle, qui viennent en fait en appui et en soutien de la métropole sur son territoire. On voit qu'ils dépassent un peu les limites métropolitaines sur la partie est, puisqu'on est un peu plus dans le Var, et on a deux EPCI qui sont partenaires dans le cadre de ces épages, mais la décision a été prise de pouvoir à la fois transférer la partie item 2, donc notamment l'entretien des cours d'eau, et puis de déléguer les missions qui sont en lien avec ce qu'on a vu tout à l'heure, donc le 1, le 5 et le 8 comme item du Code de l'environnement. Au nord, on retrouve le SMAVD, la Durance, qui est un EPTB et qui intervient sur un territoire bien supérieur au territoire métropolitain, mais qui assure, là encore, par délégation, les missions GEMAPI pour le compte de la métropole. Sur la partie ouest, Port-Saint-Louis-du-Rhône, donc là, c'est avec le CIMADREM auquel on a transféré l'ensemble de la GEMAPI. Voilà pour un peu le contexte de l'exercice de la GEMAPI sur le territoire. En tout cas, ce qui en ressort, c'est qu'il y a une problématique d'inondation qui est prégnante sur le territoire méditerranéen, où je pense que tout le monde est au courant des intensités pluvieuses qui peuvent opérer à l'automne, en fin d'été. Malheureusement, les événements du Var de 2010 ont montré que c'était aussi au printemps. Donc il y a des inondations qui surviennent et les élus, les techniciens, les acteurs présents sur le territoire, pour eux, il y a une réelle problématique d'inondation.
une problématique d'inondation qui dépasse le simple problématique de débordement de cours d'eau qui est visée par le PI de la GEMAPI. Donc c'est pour ça que ces personnes, notamment les élus, ont été sondés dans le cadre de l'étude socle et ont été amenés à se prononcer sur le fait qu'il fallait aujourd'hui trouver un moyen, enfin des moyens supplémentaires, des moyens humains, des moyens financiers supplémentaires pour pouvoir appréhender la prévention et la protection contre les inondations de façon globale sur le territoire. Il ne fallait pas y différencier les causes, mais plutôt vraiment se baser sur les conséquences des inondations et donc ne pas voir absolument différencier ce qui était inondation par débordement de cours d'eau, inondation par submersion marine, puisqu'on a une façade maritime assez importante sur le territoire, mais surtout les inondations provoquées par les ruissellements. Slide suivante. À l'issue du diagnostic technique, c'était un diagnostic technique, juridique, organisationnel et financier de l'étude socle qui avait été confié à un groupement de bureaux d'études, pour les bureaux d'études SCE et Sémaphore pour les citer. La métropole elle a engagé une série de réunions et d'ateliers de travail à partir de décembre 2019. Et ces réunions elles ont permis notamment de sensibiliser les autres services métropolitains aux enjeux de la GEMAPI sur le territoire. La GEMAPI, même si depuis, j'espère que les gens se viennent au fait de ce que ça représente. En 2019, la compétence était arrivée en 2018 avec l'évolution des textes, mais les gens ne savaient pas trop de quoi ça leur sortait. Donc, en tout cas, les réunions elles ont permis de sensibiliser les autres services, et j'en reviens au travail interne dont parlait Madame Nil tout à l'heure. Et ces réunions, ils ont aussi permis de développer une conscience commune de l'eau et des risques associés au sein de la métropole. Ne plus faire de barrière justement entre ce qui étaient des inondations par débordement et des inondations par le ruissellement. Le constat qui a été fait aussi, c'est que le périmètre pluvial GEMAPI, qui représente un enjeu à la fois d'aménagement, un enjeu de gouvernance territoriale, et aussi clé pour l'adaptation du territoire au changement climatique. C'est autant de leviers qui ont été intéressants à relever pour passer outre le constat dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de doctrine, mais les territoires sont libres de réfléchir en fonction des enjeux présents sur leur territoire pour en élaborer une et pouvoir la suivre les années prochaines. Donc, il y a eu un véritable consensus lors de ces ateliers sur le fait qu'il fallait rattacher la gestion des eaux de ruissellement aux compétences GEMAPI. Alors, il était envisagé aussi GEPU, mais comme l'a souligné M. Méjassol, malheureusement, il y a assez peu de financement pour les actions GEPU, donc l'idée a été plutôt de les rattacher à la GEMAPI. On va le voir dans quelles conditions. Slide suivante. Aussi, donc, il y a eu vraiment la conscience des difficultés qui ont été rencontrées ces dernières années pour faire travailler ensemble les différents acteurs, des acteurs métropolitains en charge de la protection contre les inondations. Et donc, il y a vraiment eu l'engagement depuis 2019 de pouvoir engager un processus d'échange de points de vue, de développer cette conscience commune. Ces échanges ont permis d'avancer sur un logigramme que je vous présenterai en fin de présentation, qui établit les possibilités de financement par le budget GEMAPI, des études, travaux et opérations d'entretien qui peuvent relever a priori de la compétence pluviale, mais aussi de d'autres compétences. Ça peut être la voirie, ça peut être l'aménagement, ça peut être les espaces verts, voire de la gestion des ruissellements en zone non urbaine. Le logigramme a été débattu. Il y a eu plusieurs, là aussi, réunions d'échange, parfois houleuses, parce qu'on n'était pas forcément tous d'accord sur ce qui relevait de la GEMAPI, ce qui ne relevait pas de la GEMAPI. L'idée, c'était à chaque fois de porter l'enjeu en matière de préservation des milieux aquatiques, donc la partie GEMA, et puis sur la partie PI, s'assurer qu'on pouvait mettre en avant les bénéfices pour diverses occurrences de crues, des aménagements en matière de protection des personnes, et une réduction des dommages aux habitations, l'impact économique, et plus globalement, l'amélioration de la résilience du territoire métropolitain. Donc là, je fais un peu écho à ce dont parlait Madame Nil avec
l'engagement des papis. Donc l'idée était sur le territoire, sans pour autant passer par un papi, de pouvoir légitimer, utiliser une partie de la taxe GEMAPI pour financer des projets qui seraient éligibles à la GEMA ou à l'API. En fait, il s'agissait donc de favoriser pour être éligible une réinterrogation des sujets. L'idée n'était pas de forcément financer des coûts-parties des projets qui étaient d'ores et déjà ficelés, mais de favoriser une réinterrogation pour pouvoir mettre en avant la partie GEMA, peut-être revoir les actions de protection contre les inondations avec la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature, la gestion alternative des eaux pluviales, et sachant qu'on mettait en avant que cette bonne pratique, cette pratique vertueuse, permettait également d'avoir le soutien des partenaires financiers historiques que sont l'Agence de l'eau, l'État, la région Sud, les départements des Bouches-du-Rhône. Donc il y avait vraiment un effet de levier à mettre en exergue pour pour favoriser en fait l'acceptation et le fait qu'on soit suivi dans la volonté de réinterroger les projets sur le fait qu'en les réinterrogeant, peut-être qu'on allait à la fois bénéficier d'une partie du produit de la taxe, mais également pouvoir avoir des subventions de la part des partenaires, ce qui, au fin de compte, pouvait légitimer que, en termes d'autofinancement, on pourrait peut-être avoir d'agréables surprises. Juste pour finir, du point de vue financier, cette réflexion, elle a été très largement suivie par les élus, et c'est là aussi un point important à noter, c'est qu'une fois que les élus étaient sensibilisés sur ces enjeux, ils n'ont pas hésité à mettre à niveau le montant de la taxe GEMAPI sur le territoire, et elle est passée de 5 millions, un peu plus de 5 millions, à un peu plus de 20 millions d'euros. Donc elle a été multipliée par 4, ce qui est quand même un signe fort de la volonté de pouvoir s'investir sur les sujets de la GEMAPI et les sujets qui sont autour. Et puis on a intégré une notion qu'on a appelée la GEM, c'est la gestion des eaux météoriques métropolitaines. C'est en fait là, on retrouve un peu les principes que je viens de vous parler, c'est d'appréhender le grand cycle de l'eau de façon globale, c'est-à-dire qu'on ne différencie plus ce qui est inondation par ruissellement des inondations par débordement des cours. Diapositive suivante. Donc justement, pour en revenir à cette gestion des eaux météoriques métropolitaines, la GEM, elle est aujourd'hui portée par différentes directions opérationnelles, même si elle est pilotée par la GEMAPI, et elle permet d'utiliser une partie du produit de la taxe pour financer des études, des travaux, des mesures qui seraient portées, présentées, soutenues par différentes directions opérationnelles. Donc l'idée, c'est de pouvoir utiliser une partie de la taxe en subventionnant des projets. L'idée n'est pas de vouloir absolument que ce soit noir ou blanc, c'est-à-dire de financer 100% ou 0%. L'idée est d'aider en identifiant la partie des projets qui relèvent d'une gestion un peu plus vertueuse des eaux météoriques, voire de préserver les milieux récepteurs pour pouvoir financer une partie des projets. À ce stade, on est à peu près sur un tiers du montant de la taxe annuelle qui permet de financer les actions qu'on a qualifiées de GEM. On en retrouve trois grands types d'actions. La première, c'est la prise en charge des études de caractérisation du risque ruissellement. On a estimé que ce dernier, il repose sur un ensemble de phénomènes hydrauliques qui sont aux frontières floues, qui sont mal connus sur le territoire métropolitain. Et il convenait qu'on ait une meilleure prise en compte de cet aléa, donc ce risque ruissellement, dans l'aménagement et les politiques de prévention. Donc là, on a engagé, on est en train de donner des partenariats pour se donner comme ambition d'ici 2 ans d'avoir l'ensemble du territoire métropolitain qui est couvert par des études de caractérisation d'aléas, donc financées par la taxe, et qui permettront d'avoir une meilleure appréhension de cette problématique-là dans les documents d'urbanisme. On a aussi l'ambition de porter la mesure les principes de la ville perméable sur l'ensemble du territoire. Donc pour ça, on accompagne, on finance des études, on pourrait financer des travaux,
dès lors qu'ils sont vertueux, sur des actions de désartificialisation, de renaturation, de désalcalination des sols, voire déconnexion des eaux pluviales, sur le territoire. Là, c'est pas simplement, je dirais, l'aspect protection contre les inondations ou gestion des milieux aquatiques, mais c'est aussi des projets qui sont encouragés pour réduire les îlots de chaleur et s'inscrire dans une meilleure résilience du territoire. Le troisième sujet qui intéressait grandement, puisqu'il peut être l'objet d'investissements plutôt conséquents, c'était de pouvoir participer à la création, à la restauration et l'entretien d'ouvrages de lutte contre les inondations au sens large. C'est-à-dire qu'on peut venir abonder le financement, l'entretien de certains ouvrages qu'on estime être plutôt très efficaces sur la protection contre les inondations. Aujourd'hui, si on s'en restait aux strictes limites de la GEMAPI, il y a certains ouvrages qu'on n'aurait pas pu venir financer, notamment l'entretien. Aujourd'hui, on s'est donné les moyens d'être un peu plus ouvert et de pouvoir financer via la taxe leur entretien, voire la réalisation de certains de ces ouvrages dans le cadre d'ouvrages un peu plus globaux d'aménagement de territoire. Tout ça repose bien sûr par une évaluation préalable GEMAPI. Je vous propose de passer au dernier slide. Ou alors c'est assez fou, pas très très bien, mais globalement l'idée ça a été de pouvoir essayer de guider les arbitrages qui sont faits pour accorder un financement GEMAPI au projet. Donc l'idée a été de pouvoir se prévenir et de pouvoir assurer une certaine cohérence dans le financement des actions, quel que soit le lieu où elles seront mises en place et quelle que soit leur typologie. Donc pour ça, on a essayé de travailler là encore en atelier sur un logigramme qui permet déjà d'arrêter le fait que dès lors que c'est une intervention sur des réseaux pluviaux stricto sensu, c'est-à-dire les conduites enterrées, notamment les stations de pompage, là, ça reste du pluvial et qu'il n'y aurait pas de financement GEMAPI. Par contre, on s'est laissé la possibilité sur les bassins de rétention de pouvoir venir financer leur restructuration, leur entretien, dès lors que on justifiait qu'ils étaient dimensionnés, qu'ils permettaient d'être, qu'ils étaient efficaces pour des périodes de retour qui dépassaient le 10 ans, par exemple. C'est un des critères qu'on a mis en avant. On s'est dit qu'on parlait avec Madame Niel de niveau de service. On s'est dit on est au-delà de la gestion des pluies courantes. On est sur des ouvrages qui permettent de protéger contre des inondations qui s'apparentent à des événements qui commencent à être rares. Donc, on peut utiliser une partie du produit de la taxe pour pouvoir réaliser un entretien ou même une restructuration. On a essayé de mettre en avant le fait que les bassins pouvaient aussi s'y intéresser si jamais on essayait de mettre en parallèle des actions de désimperméabilisation. Par contre, on a bien fléché dans ce logigramme le fait que tout ce qui est bassin qui était des ouvrages de compensation des programmes d'imperméabilisation, des programmes d'aménagement, donc classiquement dans les lotissements, là par contre c'était des ouvrages sur lesquels on n'interviendrait pas. Et puis après, il y a une notion d'axe hydrographique en jeu GEMAPI qui est apparue, qui doit nous permettre à l'avenir de pouvoir rapidement identifier si on est sur un fossé, pas forcément un cours d'eau au sens de la DDTM, les Bouches-du-Rhône, mais de pouvoir identifier si on est sur des axes où on a des enjeux GEMAPI potentiels, ce qui nous permettrait après de pouvoir un peu cadrer l'entretien qu'on peut faire sur ces territoires, ou encore des actions de restructuration, de requalification, voire l'aménagement des aménagements qui visent une meilleure protection contre les inondations, dès lors, là encore, qu'on démonte. Et donc là, on monte en compétence au sein du service pour avoir maîtrisé l'outil de modélisation rigide, être en capacité de faire des ACB, pour pouvoir être force de proposition, éclairer les différents aménageurs du territoire et de pouvoir être force de proposition pour être absolument certain que les enjeux GEMAPI soient intégrés. Dorénavant, pour conclure,
Donc, on voit bien l'objectif à atteindre d'amélioration d'une doctrine commune était loin d'être aisé à atteindre. Démarrage des discussions, les parties prenantes elles ont eu l'occasion de pas mal s'affronter. Et on avait constaté qu'il y avait de petites divergences, chacun pensant que c'est de la GEMAPI, ça allait être financé, l'autre restant sur un précepte que c'était des budgets, donc il ne fallait pas financer. Au final, les choses n'étaient pas financées, en effet. Et cette doctrine a permis de pas forcément avoir une version manichéenne des choses, mais de plutôt essayer d'améliorer les projets pour qu'ils soient un peu plus vertueux du point de vue GEMAPI pour autoriser leur financement. Donc la démarche engagée aujourd'hui, elle a été justifiée, elle a permis de rapprocher les points de vue. Il y a un enjeu commun aujourd'hui qui existe, c'est notamment l'intérêt général de protection de la population. Il y a la volonté politique qui a été affirmée, notamment parce que la décision politique de multiplier par 4 une taxe est forcément une décision politique. Et puis des instances dirigeantes institutionnelles engagées, puisque la consigne a été faite de décloisonner les services pour qu'on ait vraiment une diffusion une meilleure gestion du cycle de l'eau dans les projets d'aménagement. Alors, voilà, ce qui était intéressant, c'est de partager avec vous, parce que je pense qu'à la limite, les désaccords, les intérêts de se rapprocher peuvent être assez comparable à ce qui a pu être rencontré ailleurs sur d'autres PCI. Et puis, je pense que les résultats, j'ai déjà eu des échanges avec d'autres métropoles, peuvent aussi inspirer l'élaboration d'autres doctrines métropolitaines, même si je rappelle qu'il faut bien prévoir à chaque fois une adaptation aux enjeux locaux. Vous voyez que sur notre territoire, on est très menacé par les ruissellements. On a une approche très quantitative des problématiques. Il est possible que sur d'autres territoires, ce soit plus la partie qualité des eaux qui amène à se questionner sur une meilleure gestion. Voilà, j'en ai fini. Merci, Monsieur Vignoul, qu'on applaudit également à distance. Je ne sais pas si vous nous entendrez. En tout cas, merci pour avoir bien voulu également nous faire cette restitution, ce retour d'expérience que beaucoup auront partagé. Je vais, dans un instant, comme vous le savez, dans quelques minutes, passer la parole aux participants qui auront peut-être des questions à votre attention. Mais pour commencer, une première question, Monsieur Vignoul, qui me venait en vous écoutant concernant la taxe GEMAPI. Me poser la question de savoir techniquement si elle pouvait bénéficier aux services espaces verts notamment. On a beaucoup parlé de décloisonnement entre services, de transversalité ce matin, notamment pour l'entretien des solutions de gestion fondées sur la nature. Voilà. Est-ce que c'est perméable à ce niveau-là, sans jeu de mots? Alors en effet, j'ai bien insisté sur le fait qu'on avait souhaité décloisonner les différentes politiques des différents services. Alors en effet, on peut venir participer à l'entretien d'un espace vert, et notamment si c'est un espace vert qui est à l'intérieur d'un très grand bassin de rétention. On a ce cas de figure sur Vitrolles, une des communes de la métropole, où on a les bassins qui ont été créés, mais de façon avec de multiples usages. Et là l'idée qui est discutée avec les espaces verts, mais qui est aussi discutée avec la direction de l'eau, l'assainissement et du pluvial, c'est de se dire il y a un entretien, 1, 2, voire 3 entretiens dans l'année qui sont à enjeu GEMAPI, parce qu'il convient de nettoyer les ouvrages de fuite, de pouvoir s'assurer de la stabilité de certains ouvrages, d'un suivi de leur bon état, plus une tonte qui permet aussi de pouvoir constater ce bon état. On va financer ces 2-3 entretiens. Par contre, l'espace vert qui est là, lui, plutôt pour intervenir presque toutes les semaines pour pouvoir accueillir le public dans de très bonnes conditions, lui, il continue à assumer l'entretien pour sa partie de service. On est vraiment sur essayer d'identifier les niveaux de service assurés par les différentes dimensions. Donc là, nous, on intervient pour une dimension de service, bon fonctionnement hydraulique. Et c'est comme ça qu'on peut venir pour participer à l'entretien. Mais là où
ce qui a permis vraiment de décloisonner, c'était pas partir du postulat qu'il fallait que ce soit un ouvrage, donc un bassin qui devienne GEMAPI. Donc, que ce soit vraiment un ouvrage qui reste un ouvrage à l'origine géré par le pluvial, un ouvrage qui est aujourd'hui très utilisé et très entretenu par les espaces verts, et donc juste dire qu'il y a un intérêt GEMAPI qui a été mis en exergue et qu'à ce titre, on peut venir financer une partie de la taxe, voire restaurer certains ouvrages. Merci pour cette précision. Monsieur Méjassol, concernant votre propre expérience à ce stade et avec un certain recul, même s'il y a encore des choses, là aussi sans jeu de mots, dans les tuyaux, vous nous l'avez laissé entendre, il y a des choses qui... Oui, enfin façon de parler, hein, vous avez compris. Voilà, justement, le parallèle était un peu osé. Je me demandais sur quel, puisque vous avez bien présenté les différents outils réglementaires, hein, voilà, est-ce qu'il y en a qui sont plus vertueux que d'autres pour appuyer et initier la démarche d'intégration GEMAPI et maîtrise des eaux pluviales? Est-ce que voilà, il y en a un qui est plus convaincant qu'un autre, hein, entre PLU, schéma directeur gestion des eaux pluviales, la socle dont vous avez parlé? C'est une continuité. En fait, le zonage au pluvial est nécessaire déjà pour pouvoir après alimenter le PLU. En fait, c'est le plus important pour moi. C'est celui qui a demandé le plus d'énergie, notamment pour se coller au terrain. Bien comprendre le mode de fonctionnement de l'eau pluviale sur le territoire. Donc c'est celui qui nous a demandé le plus d'énergie. Parce qu'on a une tendance à Rennes de l'eau de faire beaucoup en régie. Donc effectivement, ça nous a demandé de l'énergie pour pouvoir, commune par commune, bassin versant par bassin versant, à identifier. Après, la stratégie, on l'avait dès le départ, hein, c'était pas de tuyaux. Et donc du coup, partant de là, c'est comment on décline cette stratégie après dans les documents d'urbanisme. Et là, c'est aussi beaucoup d'énergie à convaincre les services des collectivités pour pouvoir acter dans leurs documents des prescriptions en la matière. Donc effectivement, pour moi, c'est les deux premiers. Alors ça, c'est à l'échelle de notre territoire. Nous, la socle, on n'a pas forcément décliné aussi précisément que ça a été fait sur les territoires d'Aix-Marseille. On ne s'est pas appuyé dessus pour pouvoir porter notre stratégie. Elle était déjà portée en amont avant la sortie de la socle. Donc en fait, on avait déjà écrit ce qu'on voulait faire et en dehors de la socle. Donc en fait, nous, on ne l'a pas réutilisé. Oui, okay. Mais c'est une question de timing, une question de territoire. Et de processus, enfin selon la manière dont ça a été initié dès le départ, quoi. Voilà. On va se tourner dans un instant vers notre public, vers les auditeurs, les spectateurs qui vous ont regardé, écouté. Une dernière question à ce stade, Madame Néel, juste peut-être une réaction, un message complémentaire à ce que nous venons d'entendre à travers les deux illustrations dont nous ont fait part Monsieur Méjassol et Monsieur Vignoul. Est-ce que cela vous inspire un message transversal, là aussi, c'est un mot qu'on a beaucoup utilisé depuis ce matin. Voilà, une recommandation éventuelle à travers ces témoignages sur laquelle il vous paraît important d'insister. Je ne vais pas donner une recommandation. Alors, votre micro est peut-être fermé depuis, le bouton vers le haut, voilà, allez-y. Il n'y a pas de recommandation. Là, j'ai juste pour appuyer la réponse à la précédente question. Effectivement, il faut voir la différence d'échelle entre les deux EPCI là, qui vous ont été présentés. Ouais. Aix-Marseille, c'est un département, quoi, si vous ne l'avez pas compris. Donc voilà, et c'est pour ça que des documents comme la socle, là en l'occurrence, c'était vu qu'ils ont été fédérés en même temps qu'est apparue la compétence GEMAPI, ça a été le document stratégique d'appui. Mais c'est vrai que les problématiques sont complètement différentes suivant les territoires. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment partir du diagnostic de votre territoire. Et quand je dis diagnostic, ce n'est pas seulement diagnostic biophysique, hein. C'est aussi diagnostic des moyens, diagnostic des acteurs pour bâtir sa stratégie. Merci pour cette précision. Je me tourne vers vous qui étiez peut-être déjà avec nous ce matin pour la première conférence. Voilà, monsieur, on vous passe le micro. Je vous laisse vous présenter en 2 mots pour qu'on puisse vous situer. Puis je vous laisse poser votre question ou nous faire part de votre témoignage. Alors, le micro est-il ouvert? Le micro sale, bouton vers le haut si vous voulez. Allô? La régie s'occupe du reste. Voilà. Bonjour, alors je suis Valentin Deville, chargé de mission de la stratégie eau pluviale dans un syndicat d'assainissement en périphérie de Lyon Métropole. En périphérie de, pardonnez-moi. Lyon Métropole. Ok, très bien. Sur le territoire de Givors. J'ai une remarque et une question à l'attention de Monsieur Méjassol. Alors la remarque, c'est vis-à-vis du poste d'animateur eau pluviale. Vous avez mentionné le fait que finalement, vu que c'est une compétence transversale, l'eau pluviale, la responsabilité a un petit peu été répartie entre les différents services.
en tout cas la culture de l'eau. Et ça, je trouve que la démarche est évidemment fort intéressante et doit être reproduite sur les autres territoires. Néanmoins, je suis dubitatif sur la non-pérennité du poste, puisqu'on le sait que les techniques, on va dire, dites alternatives de gestion intégrée et durable des eaux pluviales, ce sont des techniques en perpétuelle évolution. Il y a des évolutions scientifiques sur le sujet, des évolutions réglementaires et également techniques. Et en fait, il est nécessaire d'allouer du temps à l'ensemble de ces veilles et aussi au réseautage qui est nécessaire, comme il y a pu avoir hier avec le réseau animateur eau pluviale. Et donc, je suis un petit peu dubitatif sur cette non-pérennité. Voilà. Donc ça, c'est une première remarque. Alors, il faut être précis. Je vais être plus précis pour pouvoir vous rassurer. En fait, pendant 4 ans, on a une chargée de mission, animation eau pluviale, qui a tout porté. À la fois l'animation vers les professionnels, vers les collectivités, vers nos services. C'est-à-dire pour chacun de nos projets en interne, impulser l'eau pluviale. Parce que ce n'était pas naturel. Pour nos services comme pour les autres. Donc ça a été son travail. Le constat qu'on a fait, et là tous nos chefs de service se sont mis autour de la table, et c'est une décision collégiale qui a été prise en interne, c'est de dire, c'est bon, on n'a plus besoin de piqûres de rappel en permanence en interne, on est capable, dans notre organisation, maintenant, quand on a un projet au niveau du bureau d'études, quand on a de l'exploitation au niveau du milieu naturel, de PI, etc., d'intégrer une action de manière pour intégrer l'eau pluviale. Donc, voilà, on n'a plus besoin de cette piqûre de rappel en interne. En externe, on a toujours besoin, par contre, de faire cette sensibilisation. Et là, on a transformé le poste. Maintenant, pour tout dire, Céline Larreur, elle a un poste de sensibilisation, c'est son poste actuel. Elle est chargée de sensibilisation, mais toutes compétences confondues. On l'a vu, le lien qu'on a, nous, avec notre territoire, c'est des liens d'échange très forts. Donc, elle a pris ce lien externe. Parce que le lien interne, on estime maintenant que c'est partagé. Pour autant, pour le dernier volet de votre remarque, c'est comment on se tient au courant, on se nourrit de tout ça. Donc on a une troisième personne qui, elle, est plus sur la veille, on va dire, dans tous les domaines, en matière d'aménagement, d'ANC, etc., qui, elle, vient se nourrir des autres. Donc ça, c'est une nouvelle personne qui a pris le poste de Céline Larreur, puisque en redimensionnant. À Renesse-de-L'Eau, on a une particularité, c'est que les postes, à chaque mouvement, entre guillemets, tous les ans, globalement, on a une partie de nos postes qui changent de périmètre. Ça donne de l'intérêt aussi à nos agents. Et donc, on a une nouvelle personne qui est venue et qui, elle, du coup, a repris cette capacité de veille par rapport au projet d'aménagement. Qu'est-ce qui peut se faire en ANC, qu'est-ce qui peut se faire en eau pluviale, en puits d'infiltration, en traitement de chaussée, etc. Et ça, c'est une autre personne. Donc, le poste tel qu'il existait avant de Céline Larreur, où elle portait la totalité de l'animation en matière de gestion d'eau pluviale, a été éclaté, moi j'appelle ça, en plusieurs. Elle a gardé une partie de tout ce qui est sensibilisation de nos acteurs externes, mais par contre, la veille est toujours faite. Et les projets, par contre, nos propres projets, sont collectivement maintenant induits par notre manière de faire. D'accord. Merci. Donc ça, c'était pour la remarque. J'ai une question Je vous en rapide. prie. Par rapport aux 32 hectares qui ont été annoncés sur l'objectif à atteindre au niveau des conventions entre la Rouennaise et les communes, comment a été défini en fait le cap à l'échelle de chaque commune ? Pourquoi l'ambition des 32 hectares et pas plus ou pas moins, d'un point de vue technique ou l'approche méthodologique, comment ça a été effectué ? L'approche, elle a été technique au départ par rapport à la ville-centre. En fait, notre problématique, elle était la non-conformité par temps de pluie. Donc en fait, on ne voulait pas construire. Après, on a regardé les potentialités de construire des bassins, puisque quand on dit non-conformité, c'est du stockage tampon avant des versoirs d'orage. Et là, on a cherché en fait une solution. Et on s'est rendu compte que si on voulait rester fidèle à nos objectifs, il fallait qu'on cherche un maximum de surface à désimperméabiliser. Du coup, on a fait le travail sur la ville-centre, ce qui nous a donné des ratios. Et ces ratios, on les a transposés sur l'ensemble des autres communes, en discussion avec eux. Et après, on a eu des variables d'ajustement qui se sont fait commune par rapport à leur propre ressenti sur la capacité à faire dans les 10 ans. Une commune qui n'a pas d'école, qui à un moment donné a une place qui est déjà pas bitumée, à un moment donné, le moyen d'action, il est nul. On a beau avoir un ratio, ça ne sert à rien. Donc là, après, c'est en fonction de chacune des communes qu'il y a eu la discussion. Par contre, le fait générateur, il a été technique. C'est combien on peut désimperméabiliser pour réduire au maximum nos bassins de rétention, nos stocks tampons, et après, comment on les a déployés sur les communes. Donc c'est par itération qu'on a fait ces 32 hectares. Et ça aussi, avec un échange avec l'agence de l'eau et les services de l'État, puisque non-conformité, obligation de se mettre en conformité très rapidement.
Donc eux, fallait vraiment qu'on arrive à embarquer les communes. Donc on a fait ça très rapidement au final, en 4 mois. Hein, la discussion qu'on a eue avec les communes et les services de l'État pour arriver à leur montrer que tout le monde nous suivait dans cette dynamique-là. Parce que nos bassins, juste pour aller jusqu'au bout, ils sont programmés la 10e année hein, pour l'instant. Et si on peut ne pas les faire, on ne les fera pas. Eh oui. C'est-à-dire que si on arrive à dépasser les 32 hectares, on ne fera pas. Ça n'a pas dû être une mince affaire en 4 mois, j'imagine. Merci. Merci, monsieur, pour vos questions. Il y avait une autre question avant de vous passer la parole. Monsieur, ici au premier rang, je vous en prie, madame. Bonjour, donc je suis Suzelle Hecht au syndicat de rivière et d'assainissement, au syndicat de l'Orge dans l'Essonne. Du coup, j'avais une question pour la Rouennaise de l'eau. Comme par hasard. Décidément, Voilà. vous êtes très sollicité ce matin, monsieur Béjassol. Non, mais du coup, la personne de Aix-Marseille avait déjà répondu, notamment sur l'entretien des ouvrages. Et je voulais savoir, vous en avez parlé aussi à la Rouennaise, est-ce que du coup, ces gestions d'ouvrages que vous avez maintenues sont faits en régie ou est-ce qu'il y a un prestataire qui le fait pour vous? Et ensuite, comment c'est financé? Du coup, est-ce que c'est financé avec la taxe GEMAPI voilà. Merci pour cette question, madame. Ça, c'est quand on a commencé à travailler en 2015 sur la répartition des rôles entre les différents acteurs sur l'entretien des ouvrages qui concourent à l'eau pluviale. On a eu une définition très stricte. Et en fait, tout ce qu'on n'a pas pris, on l'a laissé aux gestionnaires existants, à la commune en l'occurrence. Donc, et on a défini un fossé, c'est qui le gère, la commune. Un avaloir, qui le gère, c'est un accessoire de voirie, c'est la commune. Donc à chaque fois, on a eu cette position et on a défini. Alors ça date de 2015. Depuis, on a passé, on est au 2e mandat. Ça s'oublie. Donc là, en ce moment, on est en train de repasser à nouveau pour rappeler ces règles et re-rentrer dans la discussion avec chacune des communes. Parce que les élus ont changé, mais les techniciens aussi. Donc du coup, il faut qu'on recommence. Donc on est en train de recommencer, et c'était un des sujets, pas plus tard qu'hier avec nos élus, c'est comment, parce qu'on commence à avoir des retours, mais c'est pas à nous de le faire, c'est à vous, etc. Donc des incompréhensions, parce qu'on n'a rien écrit. À la différence peut-être de la démarche d'Aix-en-Provence, où ils sont partis justement de cette définition, etc. Nous, on n'a rien écrit, ça a été que de l'oral, que de la concertation. Donc là, il faut qu'on trouve un outil, on se rend compte, pour pérenniser en fait cette répartition des rôles. Et sur la réponse de comment on fait, pour entretenir les tuyaux, puisqu'on a récupéré que des tuyaux et 5 bassins. La définition, elle est dans la diapo. On a récupéré que les tuyaux qui sont en parallèle de réseaux d'assainissement et qui sont continus entre le point d'entrée et le point de rejet. C'est très précis pour ne récupérer le minimum de choses. Pas d'argent, minimum de choses. C'était, on n'avait pas le choix. Condition. Ah, oui. Donc les tuyaux, l'entretien, c'est nous qui le faisons. Alors avec le budget qu'on a actuellement, on ne fait pas d'entretien, on n'en fait plus, parce qu'on n'a plus de sous. Et ça, c'est pourquoi ma dernière diapo, c'est qu'il faut qu'on trouve d'autres sources de financement. D'où la question, et c'est une question que nos élus nous ont posée, c'est comment on peut financer des opérations par la taxe GEMAPI. Des opérations qui concourent soit à l'amélioration du milieu, soit à la lutte contre l'inondation. D'où la présentation de M. Vinoul, qui m'a particulièrement intéressé. Sa mécanique intellectuelle qu'il a dans sa dernière diapo nous intéresse énormément. Alors, lui, il est dans une dimension plutôt protection inondation. Nous, on est plutôt dans une dimension gestion du milieu agricole. Donc, c'est pas sa démarche qu'on va calquer sur notre territoire, mais c'est le processus intellectuel qu'il a montré tout à l'heure, moi, que j'envisage de développer sur notre territoire, pour justement arriver à comment on protégeait notre milieu au travers d'un financement connexe. Merci, monsieur Béjassol. Alors, priorité à l'interactivité, toujours avec vous qui avez écouté nos intervenants. Monsieur, je vous laisse vous présenter également. Bonjour, Pierre-Olivier Dupérat. Je suis chargé de mission à la direction de l'assainissement du Grand Chalon en Bourgogne. Alors moi, j'ai une question pour monsieur Béjassol et puis j'ai un retour d'expérience pour madame Nel. Donc, je reviens un peu sur cette problématique de déconnexion. Vis-à-vis de la police de l'eau, quel est le critère? Est-ce que c'est le nombre de surfaces déconnectées qui va compter pour approuver la conformité du réseau d'assainissement? Ou bien est-ce que c'est la fréquence des déversements au niveau des déversoirs? Quel est le critère qui a été retenu? Alors ça, c'est la question pour monsieur Béjassol. Et puis, pour madame Nel, en fait, c'est un retour d'expérience. Nous, on a fait une étude sur les pratiques de ruissellement sur l'ensemble de notre territoire. Les communes en amont, on a un relief qui est assez vallonné, hein, c'est la côte chalonnaise, hein, vous savez, il y a un excellent vin, je vous invite à aller le déguster. Et il y a aussi, donc, le relief est à l'origine de ruissellements importants dans le domaine viticole.
Et on est très en amont, bien sûr, on est en amont du bassin versant de la Saône. Et on a voulu, donc l'étude a été faite et un diagnostic a été réalisé, un schéma directeur par commune a été réalisé pour dire aux communes qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre les problèmes de ruissellement. Et c'est posé la question du financement. Et vous avez évoqué le PAPI. Et on a voulu mettre en œuvre le PAPI. Ça fait depuis 2017 ou 2018 qu'on réfléchit au PAPI, qu'on a essayé de travailler dessus. On a demandé à un EPTB de nous aider aussi à dégager les fonds Barnier par le PAPI. Et c'est extrêmement compliqué. Alors je ne sais pas quel est votre taux d'expérience, parce qu'on est en amont. Quand on fait l'analyse de coût-bénéfice, ben, effectivement, la commune, si on développe, il y avait 1 million de travaux à faire sur la commune. Si on arrive à... c'est 1 million de travaux, ça va vraiment aider la commune pour ne plus être inondée. Par contre, l'impact sur la Saône à Laval, qui est une très grosse rivière, ça va être un millimètre. Enfin, c'est pas perceptible. Et finalement, on a beaucoup de mal à mobiliser ces fonds, alors qu'il y a un vrai problème au niveau des communes situées en amont qui ont 200, 400 habitants. Du coup, vous l'avez On pas... commence par votre réponse, Madame Vous Nel. ne l'avez pas inscrit du coup dans le programme d'action du PAPI? Vous n'avez pas pu l'inscrire déjà? Ou ça n'a pas été validé? Ça n'a pas été labellisé? C'est encore en cours d'élaboration. Ça coince au niveau ministère alors du coup? C'est pas au niveau ministère, c'est au niveau de son élaboration, à trouver comment on va arriver à montrer une analyse coût-bénéfice qui soit... Ouais, c'est pour faire... Le problème, c'est ça, c'est le problème. En l'occurrence, c'est l'échelle, le périmètre de cette analyse-là. Oui, bah, c'est vrai qu'il n'y a pas encore vraiment de doctrine à ce sujet-là, en fait. C'est vrai que ça manque, effectivement. En tout cas, merci d'avoir partagé ce constat. Puisse-t-il être entendu? Monsieur Méjassol, pour la première question. Pour vous répondre, j'ai pas d'autre réponse que vous dire la loi est la loi. La loi, elle prévoit pas la surface déconnectée. Donc en fait, c'est pas un des critères qui est examiné par la DDT pour nous classer conforme, non conforme ou en cours de non-conformité. De conformité. Donc le seul registre, c'est le critère que nous on a délibéré, qui est le nombre de rejets par déversoir d'orage. Donc en fait, on essaye de réduire ce nombre de déversoirs et il n'y a pas d'autres critères possibles au regard de la loi. Par contre, comme on a quand même travaillé beaucoup avec... si on avait entendu, entre guillemets, les services de la DDT sur le sujet, c'était forcément, vu le niveau de non-conformité qu'on avait sur notre territoire, c'était forcément faire tout de suite au moins quelques bassins. Or, c'était des investissements, des coûts d'entretien. Comme on n'a pas d'argent, c'était hors de question. Donc du coup, ça est tout le débat avec eux au regard de la déconnexion pour faire justement accepter la programmation dans notre programme à la fin du calendrier et non pas au début. Donc l'engagement de déconnexion, ça a été surtout ça, cet argument de programmation, pas un argument d'examen réglementaire de notre conformité ou pas. Merci. Et juste pour redire, donc on a les mêmes problématiques nous de financement au travers du PAPI et on est en train de se poser la question avec un EPTB. Donc l'établissement public Loire, de comment à un moment donné on peut se fédérer à plusieurs territoires, puisque c'est toujours notre démarche d'être ensemble. Comment on essaye de se fédérer à plusieurs territoires pour essayer avec un tri au milieu, un territoire à risque d'inondation, pour essayer d'avoir un PEP et un PAPI qui soient un peu plus porteurs et qui amènent du financement à plus largement que les quelques communes qui sont dans le tri. Donc là, du coup, on travaille en ce moment potentiellement avec 5 voire 6 EPCI pour essayer de fédérer entre guillemets un territoire et récupérer du financement du fonds Barnier sur un périmètre plus large et y inclure, comme Monsieur Vignoul derrière, du financement sur les eaux pluviales. Merci. Alors pour tout le monde. À propos, Monsieur Vignoul, vous êtes toujours avec nous. J'aurai une question dans un instant pour vous, mais nous avons encore une question de la salle en la personne de Madame Brelot, donc la directrice du GREC qui est déjà intervenue ce matin, qui est encore avec nous pour cette table ronde. Je vous laisse vous exprimer. Peut-être s'agit-il d'une question ou de rebondir sur ce que vous avez entendu précédemment. Alors, je voulais échanger avec Olivier, d'abord le remercier d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui. Comme tu l'auras senti, on a une entrée eau pluviale très forte aujourd'hui et on a beaucoup parlé de transversalité entre eau pluviale et aménagement. Et moi, j'appréciais votre approche globale sur recréer vraiment le lien sur le cycle de l'eau. C'est pas si simple non plus d'avoir une logique eau pluviale, inondation, avec le ruissellement qui est un peu le parent pauvre au milieu de cette histoire. Et je voulais faire comme remarque, moi ce qui m'avait impressionné, c'est de dire finalement on fait un aménagement, on le met au service du pluvial urbain, du ruissellement, de l'inondation et on trouve des fonctionnalités complémentaires et des financements complémentaires.
Et donc ma question c'est, est-ce que cette démarche, comme tu l'as dit, qui vise à avoir des projets plus vertueux en fait vis-à-vis de la gestion des eaux météorites, est-ce que vous avez déjà eu des illustrations de relecture de projets? C'est-à-dire on était parti sur que du pluvial, que de l'inondation, et on a modifié ça dans cette démarche-là. Et ma deuxième sous-question, c'est est-ce qu'en mutualisant ces espaces au service des deux objectifs, est-ce qu'il n'y a pas aussi de l'économie d'argent public au-delà de la mobilisation du financement GEMAPI? Monsieur Vignoul. Bonjour Elodie. Oui, aujourd'hui on commence à avoir des cas concrets où on a fait évoluer très positivement, il me semble, une meilleure gestion du cycle de l'eau dans l'aménagement. On a un projet de voie verte très ambitieux qui va relier Marseille à la partie est du territoire, donc à Aubagne, où il est prévu de pouvoir venir en Haute-Berge de l'Uvaune, parce qu'on connaisse un peu le territoire, faire une piste cyclable, enfin un mode doux. Et on a prêché pour que, avec les pages qui sont présentes sur le secteur, pour qu'on puisse y associer des actions de renaturation de cours d'eau, à faire venir un peu la voie douce dans le lit moyen de la rivière, à certains endroits où on n'a pas trop d'enjeux biodives, en tout cas ne pas déranger les espèces présentes. Donc il y a ce projet-là, et puis il y en a un autre qui est un peu plus un projet urbain, où là, clairement, on a demandé qu'en même temps qu'une étude de requalification, de développement du territoire, c'est sur Marseille, donc il y a beaucoup de projets qui sont en train de reconstruire la ville sur la ville, mais donc de profiter de cette reconstruction pour faire émerger des projets de désimperméabilisation et là aussi de pratiques un peu plus vertueuses permettant de favoriser l'infiltration, une meilleure gestion des eaux pluviales. Donc ça commence à prendre son essor. Et puis par rapport à l'aspect financier, en effet, l'idée ça a été réellement, à la limite, on s'est un peu inspiré du modèle de l'agence de l'eau, qui est gagnant-gagnant, c'est-à-dire que dès lors qu'on est un peu plus ambitieux d'un point de vue environnemental, d'un point de vue gestion des eaux météoriques, on a la possibilité d'avoir un financement par la taxe, et en plus, nous, on s'occupe d'aller sensibiliser, prévenir nos partenaires financiers historiques, donc je parlais de l'agence de l'eau, du département, de la région, voire de l'État, notamment sur tout ce qui est problème du système d'endiguement, pour pouvoir venir abonder eux aussi les projets. Donc au final, même si certains se disent c'est plus coûteux parce qu'il faut que je refasse les études, il faut peut-être que je prévoie un peu plus de foncier, et bien au fin de compte, je suis persuadé, on le démontre et les partenaires financiers nous accompagnent pour le démontrer, sur le fait qu'on arrive à avoir au final un autofinancement métropolitain qui est inférieur à celui qui était un projet de base. Voilà. Donc il y a vraiment une notion de gagnant-gagnant et d'effet levier à bien mettre en avant pour favoriser nos démarches. Merci Monsieur Vignoul. Je regarde la salle, je vérifie qu'il n'y ait pas une autre question. Il y avait encore une interrogation. Alors, Madame Brelot voudrait réagir ou rebondir encore? Allez-y, je vous en prie. Alors, rebondir plus largement sur cet atelier et sur les sujets qu'on a évoqués de cette approche transversale cycle de l'eau. Catherine faisait référence à la dynamique qu'on a d'animation des techniciens, enfin des animateurs au pluvial. Je pense que là, on aborde un sujet qui est à une autre échelle. C'est-à-dire qu'on est plus au niveau de la stratégie des territoires et de la nécessaire vision complètement transversale, à minima du cycle de l'eau, donc des services et des acteurs de la gestion de l'eau. Et moi, je dirais même plus que ça, c'est-à-dire d'aménagement du territoire au regard de l'eau. Et comme on le disait ce matin, l'échange d'expérience est vraiment un élément fondamental. Donc je voulais réagir et faire un peu de pub. Alors je ne suis pas la seule à être concernée, je crois, dans la salle, mais on a en tête de renforcer la présence de l'AST sur le territoire de l'Auvergne et favoriser les échanges entre collectivités sur ces stratégies de gestion de l'eau en lien avec l'aménagement. Et on a envie de proposer que les collectivités de l'Auvergne rentrent dans ce réseau d'échanges pour
pouvoir échanger dans leurs expériences et avoir des correspondants, des homologues, des collègues qui portent ces mêmes problématiques. Et non seulement avoir les collègues, mais avoir les gens du CEREMA, avoir les gens des agences de l'eau, avoir les gens des entreprises, avoir les gens du grès peut-être aussi, évidemment. Mais peut-être du coup, pour ne pas monopoliser la parole, peut-être donner la parole à Frédéric Méjassol. Qui est-ce qu'il faut inviter dans ce réseau d'échange? C'est qui le bon interlocuteur? C'est à quel niveau? Merci Madame Brelot. Et il y aura une dernière question de la salle puisque nous approchons de l'heure prévue pour conclure cette conférence, mais encore quelques échanges, bien sûr, Monsieur Méjassol. Pour répondre à Madame Brelot. Pour répondre. Quels sont les bons interlocuteurs? Alors, on se rend compte que les interlocuteurs, alors par notre expérience, nous, on essaye de se placer partout. Parce que l'important, c'est de glaner de l'information, d'avoir une idée, de faire par ricochet avoir. Moi, ce que je viens d'entendre tout à l'heure, tout à l'heure, je vais aller discuter. Comment ça se passe sur son territoire, etc. C'est véritablement une source d'inspiration, ou pas, en tout cas, de ce qu'il ne faut pas faire, des fois aussi. Mais ce réseau d'échange, entre guillemets, depuis ce matin, moi j'ai repéré des têtes, entre guillemets. J'espère arriver à croiser ces personnes-là. Ces lieux d'échange ou quelque chose de plus organisé, quelque part, pourrait être intéressant. Alors, il y a forcément les EPCI qui sont porteurs de la compétence pour essayer de répondre à Élodie. Mais derrière, il y a aussi les financeurs qui doivent être autour de la table. C'est impossible de faire avec eux. Les services de l'État, ils sont là pour contrôler et nous assurer du respect de la règle. Et dedans, il y a deux casquettes. Il y a les techniciens, mais il y a les financiers. Il ne faut pas nous oublier là, des DFIP. Moi, je me rends compte que j'ai des freins non négligeables de ce côté-là. Et ils ne sont pas souvent autour de notre table. Alors, ils ne sont pas toujours marrants, excusez-moi s'il y en a. Mais bon, il faut parler leur langage et il faut surtout les mettre aussi avec nous, parce qu'on a tendance à les marginaliser. Donc, il faut les mettre aussi avec nous, leur expliquer quelles sont nos problématiques pour qu'ils apportent parfois des solutions ou qu'ils nous rappellent à la règle. Et puis les entreprises, etc. En tout cas, c'est un début de réponse. Merci Monsieur Méjassol. Juste avant d'entendre Monsieur qui aura une ultime question, votre attention, Madame Niel, vous voulez compléter ou... Oui, juste en plus, ça répond peut-être un peu. Parlez bien dans le micro si vous Chalon. voulez bien. Non, mais parlez bien près du micro. C'est parce voilà. qu'en fait, je ne savais plus. C'était aussi par rapport à l'exemple de Chalon en Bourgogne. C'est vrai que la difficulté, c'est aussi de traduire une analyse coût-bénéfice en intégrant tous les co-bénéfices et qui vont largement au-delà de l'eau. Et les co-bénéfices induits, c'est-à-dire ce que les économistes appellent les externalités positives, qui sont super difficiles à évaluer. Et on a un sujet aussi, je pense, de décloisonner les aspects financement, parce que moi j'ai parlé du PAPI, mais là c'est vraiment perspective inondation. Mais en fait, il peut y avoir des tas de co-bénéfices par rapport à la santé, par rapport à des aménités. Et ça, en fait, aussi au niveau financement, on n'a pas décloisonné ça. Justement, alors à propos de réseautage d'ailleurs, je crois savoir, ou si j'ai bien compris, il y a des choses qui sont en train de se structurer un petit peu, il y a des choses qui se mettent en place. Alors oui, il y a un centre de ressources qui est en train de se mettre en place, mais là je préfère donner la parole à mon collègue Samuel Vansenebroek, qui est ici présent, puisque c'est lui qui est en charge alors, ce que je vous de la propose, Constitution. voilà, mais là je vous ai posé une question par vous anticipation. l'identifiez. Donc l'idée, c'est de créer un centre de ressources qui justement permette de mettre en lumière tous ces retours d'expérience. Donc voilà, c'est une plateforme, quoi. Alors ce que je vous propose, c'est de vous passer la parole, monsieur, juste 2 minutes pour conclure. Ça sera justement un petit peu le point d'orgue de cette rencontre et de cette conférence sur cette nécessité de se rencontrer, de se parler. C'était l'une des intentions ou des recommandations ce matin que nous avait faites en conclusion Jean-Jacques Hérin d'Adopta, notamment pour ceux qui l'ont entendu. Mais je voudrais surtout passer la parole à monsieur, comme promis, pour une dernière question. Merci Philippe Godard, je suis responsable du cycle de l'eau, donc assainissement, GEMAPI. On porte aussi un contrat territorial à l'échelle de 88 communes. C'est l'agglo du Pays d'Issoire, donc en Auvergne. Donc merci pour votre invitation. Nous essayons de temps en temps de nous rencontrer avec nos collègues des EPCI voisins, mais le manque de temps souvent fait qu'on ait la tête dans le guidon. Bref, et tout ça pour témoigner qu'à l'échelle de nos 88 communes, nous avons raisonné par bassin versant, puisqu'il y a plusieurs rivières majeures qui traversent notre territoire. Et c'est vrai que l'approche du ruissellement, pour nous, est une vraie question, parce qu'il met en jeu beaucoup d'enjeux agricoles. On n'a pas parlé d'agriculture, même s'il y a eu un lapsus tout à l'heure.
Donc effectivement, nous, l'association avec les agriculteurs est très très importante. Et la difficulté qu'on a, c'est qu'effectivement, cette compétence ruissellement, elle est encore très floue sur certains territoires. La DDT nous dit qu'on doit mettre le ruissellement dans le GEMAPI. Néanmoins, ça fait beaucoup de choses à porter financièrement. Donc voilà, moi je suis très très intéressé parce que l'eau pluviale urbaine aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on essaye d'imposer à nos maîtres d'œuvre, de trouver des solutions différentes de ce qu'ils nous proposent habituellement. Donc il y a un gros travail aussi à faire auprès de nos maîtres d'œuvre qui peut-être des fois préfèrent des solutions classiques que celles qui consistent à faire autre chose. Donc voilà, donc le lien avec l'urbanisme, l'agriculture, parce qu'on a un service agricole, c'est très important. Donc on a la chance dans cette PCI de travailler en transversalité depuis quelques temps, mais c'est pas toujours évident. Donc voilà, donc tout ce que j'ai entendu aujourd'hui me conforte et je suis tout à fait prêt à participer à ce réseau sur l'Auvergne. Merci beaucoup pour ces suggestions complémentaires, monsieur. Alors, comme promis, c'est Samuel, hein, c'est ça, qui pourrait nous dire 2 mots à propos du projet de réseau pour en savoir plus. Et puis, c'est l'occasion de vous identifier, comme l'a dit Madame Néel, pour pouvoir vous retrouver à l'occasion de cette édition de Cyclo. Tout à fait. Donc, bonjour, Samuel Morcenebroek, je suis responsable d'études Petit Cycle de l'eau au CRMA. Et donc j'ai à la charge, pas tout seul, mais on a la charge de la mise en place d'un centre de ressources sur de la gestion intégrée des eaux pluviales notamment. Et donc on veut focaliser ça, on veut vraiment sur l'échange de retours d'expérience et de documents de référence, partager ça au maximum et pour que les personnes aussi puissent contacter après les personnes proches de chez eux ou pas pour avoir leur retour d'expérience. Il y a une première partie qui est... je participe aussi à l'animation de la communauté réseau des animateurs eaux pluviales sur la plateforme Expertise Territoire. Donc là, c'est adressé vraiment aux animateurs eaux pluviales pour qu'ils puissent échanger entre eux. C'est un espace fermé où ils peuvent s'exprimer plus librement. Et donc voilà, et on a déjà ça qui a été mis en place cette année. C'était la prolongation du réseau animé par le GRE et l'ADOPTA. Et donc là, on est en train de mettre en place son pendant ouvert au grand public pour que chacun puisse avoir accès à ces informations de documents de référence, retours d'expérience et voir ce qui se fait près de chez eux. Merci beaucoup, monsieur, pour cette précision. Merci au CEREMA. Merci, Madame Néel. Monsieur Méjassol et Monsieur Vignoul pour ces échanges, pour ce partage d'informations qui, j'espère, vous aura permis d'en savoir plus et d'avoir quelques nouvelles perspectives sur la manière de faire demain, autour notamment de cette thématique des eaux pluviales sur laquelle nous avons insisté ce matin à travers les 2 conférences auxquelles vous avez pu participer. Alors, comme vous le savez, vous êtes invités cet après-midi, ça a déjà été dit à plusieurs reprises, vous êtes invités après le repas à une visite avec un départ en vélo électrique à l'entrée du Palais du Lac à 14 h. Je sais qu'il reste quelques places, donc si certaines ou certains d'entre vous se sentent concernés ou intéressés, avec au programme la découverte d'un site, il y avait quelques places et il n'y a plus de place. C'est ça, vous me dites, Mme Brelot? Non, vous ne savez pas. Bon. En tout cas, la découverte d'un site précurseur en matière de gestion intégrée des eaux pluviales. Une visite qui sera l'occasion de faire un focus notamment sur la mise en place d'une démarche stratégique innovante visant à rendre le territoire de la collectivité exemplaire dans sa relation à l'eau, et en soulignant l'intérêt d'une approche transversale, là aussi, qui intègre les enjeux de la ville perméable et de la renaturation. Donc quoi de mieux pour illustrer tout ce qui s'est dit ce matin? Donc c'est Vichy Communauté qui vous propose de découvrir le site des Garets, où ont été aménagés plusieurs dispositifs de gestion intégrée des eaux de pluie. Quant à moi, je vous donne rendez-vous ici même à 15h30 pour une table ronde consacrée au SDAGE, sur lequel nous reviendrons cet après-midi, le SDAGE Loire-Bretagne, en tant qu'outil au service des territoires. Bon appétit et bonne continuation, bonne journée à toutes et tous, en vous proposant d'applaudir une dernière fois nos intervenants pour avoir bien voulu échanger avec vous ce matin. 3, 2, 1.